vis depuis quelques jours le nez sur une carte. Ce n'est pas une carte ordinaire, rien que sa provenance. Département des terres et forêts indique un continent qui ne peut être ni français ni européen, où le pullulement humain n'a encore détruit ni la bête, ni l'arbre, ni l'eau, ni la montagne, et où l'homme a de la place à se retourner entre les 4 points cardinaux. Il y a une raison tout à fait spéciale qui me fait me pencher dessus avec des yeux pleins de rêves. C'est qu'au centre de cette carte, je lis « Lac Marie-le-Franc », entouré d'un cercle au crayon rouge, tracé par le service géographique pour attirer mon attention. Et voilà la surprise que la veille de Noël m'apportait le facteur de mon petit bourg breton, accompagné d'une lettre parcheminée de ministre qui, au nom de la province de Québec, offrait à l'auteur Délier, fils des Bois, le parrainage d'un beau grand lac sauvage. Me voilà pour l'avenir, entouré du lac du Chevreuil, du Serpent, du Corbeau, de l'Aigle, de ceux de la Mouette et de l'Épervier, du lac Doré et de la Crique d'Argent, du lac à l'eau claire et de Blue Sea, ou lac de la mer Bleue. Celui dont je deviens la marraine s'appelait, et continuera peut-être à s'appeler pour les trappeurs qui poursuivent sur ses bords le castor, la martre et le rat musqué, le lac Vert. Qu'ils consentent, lorsque nous serons face à face, à se rider d'un sourire pour reconnaître notre lien de parenté suffit. C'est une histoire qui commence en Bretagne, qui se finit au Québec et qui retourne en Bretagne. Bref, c'est une histoire d'aller-retour entre la Bretagne et le Québec. Alors il y a déjà quelques années, en 2011, on a décidé de rééditer Délier, fils des Bois, qui a été réédité par Daniel Chartier au laboratoire du Nord, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et qui m'a demandé d'en faire l'introduction. Voilà, donc on a fait l'introduction, et quand il a été terminé, je suis allée à Sarzeau en Bretagne pour le présenter à l'association des Amis de Marie-le-Franc, dont le président Gilles Thépaut est ici. Donc il est venu spécialement pour l'occasion de la Bretagne pour célébrer avec nous cet événement, puis rendre hommage aussi à Marie-le-Franc. Bon, vous comprenez que je suis très heureux et ému de me retrouver ici, donc sur les pas de Marie-le-Franc. Alors Marie-le-Franc, si je ne me trompe, a effectué sa dernière marche dans la forêt des Laurentides à l'âge de 78 ans, c'est-à-dire en 1957, au bord de son cher lac Tremblant. C'est parce qu'elle a célébré la forêt et ses lacs, la nature canadienne et les gens qui y habitent que ce lac porte son nom. Il y eut une interruption soudaine. Un craquement formidable retentit. Un arbre géant s'écroulait quelque part, à la ceinture de la forêt. C'est en janvier 1906 qu'elle part pour le Canada et arrive à Montréal. Elle ne reviendra en Bretagne qu'en 1922. Par la suite, elle effectuera de nombreux allers-retours entre la Bretagne et le Canada, si bien que si on fait le total de ses séjours au Canada, ça fait près de 30 ans qu'elle a vécu au Canada, ce qui est énorme. Le Canada deviendra ainsi sa seconde patrie, et Montréal, elle l'appellera sa ville. C'est du Canada que deviendront d'ailleurs les premières reconnaissances littéraires de ses amis Louis Dantin, Olivier Ancelin, Louvigny de Montigny, Victor Barbeau et d'autres. Marie-le-Franc fut inhumée à Sarzeau le 4 janvier 1965. À côté, et cela selon ses désirs, à côté de 2 aviateurs canadiens qui avaient été abattus au-dessus de la presqu'île de Ruisse, au-dessus de Sarzeau. Ça avait été son souhait à Marie-le-Franc d'être enterré à côté des Canadiens. Et donc tous les ans, nous mettons des fleurs sur la tombe de Marie-le-Franc et en même temps sur la tombe des aviateurs canadiens, notre association. Je voudrais laisser une copie des 8 panneaux consacrés à Marie-le-Franc à la bibliothécaire. Comme ça, les habitants de la Minerve pourront les consulter. Je voudrais laisser également à François, le gardien, les 8 panneaux, parce que c'est François qui va veiller sur Marie-le-Franc. De nombreuses années, on espère. Elle avait aussi ses jeux, plus lourds et plus grandioses.
On la sentait de préparation plus reculée. La culture, naturellement, est importante. On parle de redonner un petit peu à la Minerve, là, de la place. Je ne sais pas si elle a déjà existé. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici, puis on n'a pas parlé beaucoup de culture. Alors, les plus vieux, ceux qui assistent ici, peuvent peut-être me contredire, mais on n'a pas mis beaucoup d'efforts, je pense. Et on veut mettre l'accent rapidement sur le développement. Je pense que c'est votre rôle, monsieur Monette, que j'enlève le rideau, peut-être avec Gilles. Hein, et François. Oui. Attention. Et voilà. Oh. Est-ce que c'est maintenant que tu vas ajouter le sel et le sable, et puis il y a l'or? Symboliquement, nous avons ramené quelques petites choses de son pays natal. J'ai ramené d'abord une petite poignée de sable de la plage où elle a fait ses premiers pas, puisque la caserne des douaniers se trouvait à 10 mètres de la plage. On traversait un petit chemin, donc c'est ce qu'elle a fait durant son enfance. Elle allait jouer sur le sable. Donc j'ai ramené un petit peu de sable. Puis je vous en profite pour vous présenter Laure Morali, qui elle aussi vient de Bretagne, qui a collaboré à l'organisation de l'atelier dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est elle également poète, écrivaine, et donc qui nous a apporté de l'eau de source. De l'eau de source de l'île d'Ouessant, sur laquelle Marie Lefranc a écrit le roman Dans l'île. Et cette source, c'est la dernière source d'eau douce qui se jette dans l'Atlantique, la plus à l'ouest de la France et de l'île d'Ouessant. Et c'est une source magique qui exauce les vœux. Il faut boire son eau 3 fois, donc je vais baptiser le panneau 3 fois avec l'eau d'Ouessant. Et puis j'ai ramené également une poignée du sel, puisque donc le pays natal de Marie Lefranc, c'est un pays de marais salants. Toute la vie de Marie Lefranc, toute son enfance a été bercée par le sel, puisque son père contrôlait le trafic du sel. Le lac fait partie de la municipalité de la Minerve, mais il fait aussi partie de la réserve faunique Papineau-Labelle. Donc Christine, est-ce que vous voulez vous approcher un petit peu? Oui. Un petit mot court pour vous dire que la réserve était très heureuse de collaborer à ce projet-là. Très honnêtement, c'est pas une initiative que la réserve on aurait eue spontanément, pour toutes sortes de contraintes de temps et de connaissances. On s'en allait dans la forêt en cherchant ses intentions. On arrivait tout d'un coup à des endroits où la lumière s'était accumulée depuis des siècles. Comme si un grand lampadaire eût continué d'éclairer une ville où ne vivait plus personne. On restait un instant sur les bords, à regarder la zone lumineuse, entre les branches écartées, osant à peine la troubler. C'est ainsi, dans l'écho des pas de Marie Lefranc, que le retour aux sources, au sein d'une grande nature sauvage, nous permet de transformer dans le recueillement, l'air pur, entouré de beauté, une expérience de géopoétique en aventure cosmopoétique. Merci. Une clameur d'animal se fit entendre au cœur même des bois. Alors,
Alors, la géopoétique est une approche qui a été fondée, qui a été créée, pensée par Kenneth White, qui est un Écossais d'origine, mais un Breton de cœur, qui vit donc depuis longtemps en Bretagne. Et c'est une approche qui conjugue, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la géopoétique, qui conjugue et met en dialogue les acquis de la philosophie, des sciences de la nature et de la poésie entendue au sens large, c'est-à-dire comme une approche créatrice et qui vise à développer développer un rapport plus sensible et plus intelligent à la Terre, au fond, pour le dire simplement. C'est Mme Bouvet qui m'a contacté il y a environ 2 ans en me parlant un petit peu du projet, que ça s'inscrivait dans une suite logique avec quelque chose qui est déjà existant en Bretagne. Je trouvais le projet intéressant, la réédition aussi des œuvres de Marie Lefranc. J'ai même eu droit à un bouquin, à Élie Fils des Bois, que j'ai lu avec pas mal d'intérêt. Donc je trouvais que c'était un projet qui était intéressant, qui pouvait mettre ensemble, dans le fond, des choses qui se passent en Bretagne, des choses qui se passent au niveau de l'UQAM, au niveau des recherches qui sont faites. Donc voilà, donc c'est facile pour nous, quand il y a des gens qui portent le projet, de dire ben oui, c'est un très beau projet, on vous donne le coup de pouce financier nécessaire. Donc félicitations. Merci à tous d'être présents. Donc, nous avions jusqu'à très tôt ce matin la directrice du CRILC, le Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise, et elle a dû partir très tôt ce matin, donc elle m'a demandé de lire un petit mot. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise est fier de participer à l'inauguration du panneau Marie Lefranc et heureux d'avoir contribué à permettre la création sonore de l'Écho du lac. Par cette collaboration, nous avons voulu souligner l'originalité et la pertinence de ces initiatives qui inscrivent le roman dans le paysage naturel, en plus de contribuer à faire connaître la littérature québécoise. Plus personnellement, j'ajouterais que je suis touchée, en tant que spécialiste de l'histoire littéraire des femmes, que ce soit autour de Marie Lefranc que nous soyons rassemblés. Figure féminine importante des lettres françaises et canadiennes françaises au cours des premières décennies du XXe siècle, son influence sur l'écriture des femmes de lettres au Québec a été importante et durable. Bonne écoute, bonne balade, bonne lecture, bonne écriture. Chantal Savard. Soudain, la terre mollira sous vos pieds, prête à s'entrouvrir pour une révélation. La forêt desserrera son étreinte. Une large respiration montera de votre poitrine. Un abîme de lumière se creusera entre les arbres vers lequel vous vous laisserez couler. Un cri jaillira de vos lèvres. Un lac. Moi, je balbutierai mon lac. J'aurai des épaules couronnées de richesses légères. Je prendrai dans ma paume un peu d'eau pour la boire et connaître le goût de son cœur. La barque coupait la vague avec un clapotement rauque et irrité. Il fallait se garder de rompre le silence. Il tombait en une goutte d'une longueur sans fin du ciel. Et Loon nageait en ligne droite. D'une allure si harmonieuse qu'on eût cru que les eaux s'ouvraient devant elle. Et Loon riait tout le temps du voyage, d'une gorge noyée de joie liquide et de volupté langoureuse. Où était-ce le lac, qui sous le chatouillement de leurs ailes faisait entendre ce rire doucement énervé, prolongé sur la même note. Ce rire qui ressemblait à un roucoulement. Ce rire qui n'en pouvait plus. Qui le secouait d'une vague à l'autre chaque matin et chaque soir. Mais le soir, il marquait la brusque transformation de ces lieux, la chute du soleil au bout du fil à plomb des montagnes.